Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà de retour, une nouvelle heure de débat sur l'actualité économique, financière, politique. Ça part dans tous les sens et puis comme on le fait régulièrement, il y a des spécificités qui sont liées aux compétences des invités qui nous font l'honneur de nous accompagner pour cette heure de débat. Là, notamment peut-être des éléments sur la gouvernance des entreprises. Tiens, et la loi Pacte, bonne idée, la loi Pacte, et puis ça me permettra, puisqu'il y a eu une évaluation sur la loi Pacte, ça me permettra d'ailleurs de parler d'une de mes nouvelles marottes, je vous dirai ça, l'une de mes nouvelles marottes. Et puis, tiens, on va démarrer avec ça quand même. Je trouve qu'on en parle très très peu. Crise de productivité, ça se confirme. Vous savez, cette fameuse image qu'on traîne depuis un moment, là, oui, effectivement, c'est vrai, ce qui va être un peu lié aux retraites d'ailleurs. C'est vrai qu'on ne travaille pas beaucoup sur une vie, mais alors quand on travaille, qu'est-ce qu'on est efficace? Eh bien, de moins en moins en fait. Voilà. Donc c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Nicolas Duep. Salut Nicolas, entrepreneur, fondateur d'Alchimie. Juliette Daboville. Salut Juliette, fondatrice de LED Conseil. Et Jérôme Dédéian, entrepreneur, multiples casquettes, fondateur. Là, on va mon partenaire patrimoine, hein, c'est ça qu'on va citer, c'est l'aventure du moment. Crise de productivité. Alors, je vais juste poser le truc pour ceux qui nous regardent. Il y a, je le disais en préambule, il y a deux éléments qu'on dit assez régulièrement sur la productivité. J'allais dire, mais je dévoile un petit peu les trucs, deux mythes sur la productivité. La première, oui, c'est vrai qu'on a pris un sale coup, mais on a pris un sale coup à cause des 35 heures. Et après, justement, d'ailleurs, les 35 heures ont boosté notre productivité parce que, notamment sur les cadres intermédiaires, vous vous retrouviez avec la même masse de travail à faire en moins de temps, premier point. Et deuxième point, oui, c'est vrai qu'on travaille moins, on rentre plus tard dans la vie active du fait de nos difficultés sur l'apprentissage, on sort plus tôt du fait de notre système de retraite, mais alors justement, au milieu, on concentre une productivité extraordinaire. Foutesque tout cela, voilà ce que nous dit le Conseil d'analyse économique, parce que c'est bien sur la période de 2006 à 2012, 2019, dit le Conseil d'analyse économique, donc qui a étudié ça de très près. Je vous laisse de côté la méthodologie, c'est quand même très complexe pour la productivité. La France a perdu 7 points de PIB par habitant par rapport à l'Allemagne, et la baisse relative de la productivité explique environ 5 points de ces 7 points par rapport aux États-Unis. La baisse de la productivité est encore plus forte. Là, c'est 7 points, mais de baisse de productivité, purement et simplement, correspondant à peu près au décrochage du PIB par habitant français, donc par rapport aux États-Unis. Ainsi, écrit le Conseil d'analyse économique, notre constat remet en cause le diagnostic traditionnel du déclassement économique français, selon lequel la productivité resterait forte et le problème principal serait donc un faible taux d'emploi, ce que je vous disais il y a un instant. Nous montrons au contraire, dit le Conseil d'analyse économique, que la baisse relative de la productivité est au moins aussi importante que celle des heures travaillées pour expliquer les évolutions récurrentes du PIB et certainement, et c'est la chute qui est le plus inquiétant, certainement plus importante pour les évolutions futures, c'est-à-dire qu'il ne détecte aucun élément qui puisse nous laisser penser que cette productivité est en train de se redresser. On parlera notamment CICE, enfin l'ensemble de ce qui a été fait en termes de politique de l'offre depuis François Hollande, donc depuis maintenant plus de 10 ans. Là, alors, ça s'appelle productivité générale des facteurs, c'est le terme économique, est en fort ralentissement dans plusieurs secteurs, notamment la construction et le commerce, les services qualifiés, qui contribuaient traditionnellement à la bonne productivité de la France, ne le font plus depuis les années 2000. Enfin, et je vais m'arrêter là, dans le secteur manufacturier, la productivité mesurée est stable, mais l'effet de composition négatif, ça veut dire quoi l'effet de composition négatif? Ça veut dire qu'on continue à désindustrialiser. Donc effectivement, on a une industrie qui, on en reparlera ensemble, a sans doute bénéficié de la politique de l'offre, mais comme la désindustrialisation ne s'arrête pas, l'effet sur la productivité générale du pays est aujourd'hui réduit. Voilà le constat qui est fait par nos économistes, dont d'ailleurs le fameux Thomas Philippon, dont je vous ai déjà régulièrement parlé, spécialiste de la concurrence, et dont d'ailleurs on va être en vacances là au début novembre. Je vous redonnerai l'interview qu'on avait faite ensemble. Nicolas.
Moi, je trouve intéressant de tordre déjà le cou à cette idée reçue que finalement, en France, on travaille moins, mais on est plus productif. Qui était finalement l'alpha et l'oméga de plein de débats. Là, de casser cette idée qui a été vraie temporairement, comme tu l'as signalé avec les 35 heures. Mais là, d'un seul coup, elle est tordue et on voit clairement que la notion de productivité avec une limite de l'entrée des salariés dans le marché de l'emploi, enfin on n'est pas du tout là-dedans, que tous les indicateurs sont à la baisse. Et alors quand on lit l'étude, moi je trouve aussi hyper intéressant, en fait c'est l'allocation des effectifs, parce qu'en fait la France a fait le choix d'aller par exemple sur la construction ou sur le commerce, qui sont par définition des secteurs moins productifs que l'industrie. Tout à fait. Alors l'industrie, on en a déjà parlé ici 1000 fois, on est en phase de désindustrialisation et la tendance est quand même encore à la baisse. Donc de toute façon, on a tous les indicateurs qui sont dans le rouge. Donc on reviendra après comment ils proposent de rebondir. Et après, il y a un autre élément aussi qui est une idée reçue. On se disait, mais finalement, la France va investir dans des métiers plus haute qualification, de pointe, là où il y a de la productivité, de la réserve. Et en fait, là, ils tordent le cou aussi à cette idée aussi, qui a été vraie au début des années 2000, mais qui aujourd'hui, parce que en fait, c'est des métiers qui deviennent aussi assez scientifiques, finalement, baissent en termes de prod, et finalement, ils sont plus suffisants pour compenser le reste, mais en fait, eux aussi contribuent à la baisse de productivité. Donc, la conclusion, elle est quand même assez négative parce qu'on n'a pas à date d'indicateurs positifs qui pourraient donner... voilà, mais après, il y a quand même des idées autour mais je pense qu'on va en reparler juste après, de comment on relance avec notamment l'éducation autour des maths, l'éducation autour des matières scientifiques, de l'innovation. C'est la seule idée qu'ils ont. Enfin, la seule idée, c'est le seul point qu'ils mettent en avant. Voilà. La seule façon d'en sortir, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et en fait, on le sait parce que, pareil, on se cache derrière le petit doigt, il y a une idée que je trouve aussi on tord le coup, c'est par exemple le classement PISA. Tous les ans, on parle des maths. Oui, mais rassurez-vous, en France, les très bons restent au niveau international. Et puis, en fait, c'est la moyenne qui fait qu'on baisse. Mais en fait, notre corps d'élite reste compétitif. Et là, ils disent non, pas du tout. Même les très bons élèves et les très bons étudiants sont à la baisse. Donc, en fait, il y a une baisse d'appétence pour les maths, baisse d'appétence pour tous les métiers scientifiques qui débouchent vers l'industrie, en fait l'ingénierie en sens général. Alors on parle d'ingénierie pour la société industrielle, mais c'est également pour les codeurs, les développeurs, ceux de la data de demain, etc. Donc là, comment on fait pour donner envie et rendre accessible tous ces métiers, rendre accessible aux femmes, rendre accessible à toutes les couches de la société, puisque c'est pas réservé à une forme d'élite. Donc là-dessus, en gros, c'est mettons le paquet sur l'éducation, sans quoi on n'arrivera pas à rebondir. Puis la deuxième idée aussi qui suggère, c'est autour des subventions de l'innovation, puisqu'en fait, finalement, le crédit impôt recherche a fait le job, mais a fait le job surtout sur les grosses entreprises, et d'arriver à le rendre plus présent auprès des petites PME pour pouvoir, là où est le bassin et le réservoir d'innovation, et le deuxième axe sur lequel ils mettent le paquet. Mais dans les deux cas... Et là, il y a un sujet, en fait, c'est très intéressant que tu le dises, Nicolas, que ce soit toi qui le dises d'ailleurs, parce qu'il y a un sujet sur lequel les entreprises, le MEDEF, moi le premier d'ailleurs, un petit peu intoxiqué d'ailleurs, on ne voulait pas en entendre parler parce que c'était le crédit d'impôt recherche, c'est le truc qui marche, n'y touchez pas, stabilité, stabilité, stabilité. Quand tu décortiques effectivement la note, tu te dis à un moment, il va falloir s'attaquer à ce sujet-là. Mais dans les deux cas, on est quand même sur des mesures de long terme. Voilà, il n'y a pas de formule magique. Sur le CIR, très rapidement, il y a un vrai sujet, c'est qu'on voit plein de boîtes qui mettent leur centre de R&D en France en encaissant le CIR et qui font leur R&D, mais la R&D ensuite elle sert à installer des capacités de production ailleurs qu'en France. Et donc il y a vraiment un sujet de courbe d'entraînement entre la dépense fiscale. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un sujet de niveau. Sur le constat général, c'est un truc extraordinaire. Si on revient très loin, on nous parlait avec fierté quand on était jeune, écolier, lycéen ou étudiant, de la formidable migration de la France. Bon, bien entendu, son secteur primaire qu'il fallait truc, et puis du secondaire vers le tertiaire, et puis on avait inventé le quaternaire. C'était formidable. Alors là, le quaternaire et le tertiaire allaient nous sauver, puisqu'on était dans un monde qui se désindustrialisait, et on s'en fichait, puisque de toute façon, les emplois et la richesse de demain, elles étaient dans le tertiaire et le quaternaire. Et puis on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de service sans industrie. Et ça, c'est exactement ce qu'on lit dans ce rapport, c'est-à-dire que fondamentalement, on est déclassé aussi au niveau des services, parce que comme on a perdu notre industrie, on perd l'économie de services qui accompagne le tissu industriel. Et donc ça, c'est essentiel.
Puis alors, j'aime beaucoup Non, et puis tu as une baisse de gamme généralisée des emplois qui explique en fait cette stagnation, comme tu l'as très bien dit, commerce, tourisme, etc. Et les gars qui nous disent, comme Nicolas vient de le dire, qu'à PISA c'est pas grave parce qu'on a toujours des ingénieurs de classe mondiale, j'ai envie de leur dire oui, mais c'est quand même difficile de travailler avec des collaborateurs de base qui savent pas compter, quoi. Tu vois. Et donc on a la baisse générale du niveau en sciences, elle impacte toutes nos boîtes. Juliette, commentaire là-dessus. C'est une bonne crise. Donc, on avait parlé la dernière fois aux agro-déserteurs, aux agro-combattants. Après, il y a eu. Oh là là, c'était les gars de. J'avais oublié ça. Ouais. Tu te souviens et les jeunes de Polytechnique là qui sont sortis en disant finalement on a envie de se battre et on veut travailler l'État de l'intérieur et les entreprises de l'intérieur et on va se battre. Je pense qu'effectivement on a une vraie question. Je les ai ratés les jeunes de Polytechnique. C'est récent là? Oui, c'était il y a une dizaine de jours. D'accord. Je suis passé au travers. J'avais regardé ça. Il y a eu un article avec plusieurs jeunes de Polytechnique qui sont sortis en disant non, mais nous on va pas. Mais alors le contraire de ce qu'avaient fait les gars d'agro. Les gars d'agro, ils étaient sortis en disant, enfin les gars, la demi-douzaine de diplômés d'agro étaient sortis en disant. Hors de question qu'on participe à cet outil de destruction de la planète. Et là, il y a tout un groupe de jeunes de Polytechnique qui a dit ça va être dur, mais nous sommes ingénieurs, nous sommes scientifiques, et nous allons nous attaquer à la montagne, et nous allons prendre les emplois de demain et travailler l'appareil de l'intérieur. Et je pense qu'en fait, ça rejoint quand même, parce qu'on a le problème effectivement de crise des talents. Donc travaillons auprès de ces jeunes, et c'est peut-être aussi aux industries de se réinventer là-dessus, pour être un peu plus compatible avec les attentes de ces jeunes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas gâcher une bonne crise. Et sur le crédit d'impôt recherche, c'est la même chose. Il y a le côté bureaucratie. Je veux dire, si on veut rendre le crédit d'impôt recherche un peu plus accessible pour d'autres lieux d'innovation, c'est peut-être le moment aussi de repenser un petit peu notre approche du système bureaucratique. Absolument. Nécessité d'alléger le millefeuille, tu l'as peut-être vécu, toi, Nicolas, j'en sais rien si tu as fait appel à ça. Non, jamais au crédit d'impôt recherche. Si, j'ai fait quand tu es une petite boîte, c'est à se tirer une balle. En fait, oui, moi, c'était un ordre de grandeur d'à peu près 100 000 €. Donc, c'est petit crédit d'impôt recherche. D'abord, c'est beaucoup de temps. C'est ça. Et en fait, c'est du temps en amont pour s'organiser, pour tout archiver, pour tout qualifier, et puis de se faire aider par une société. Et en plus, derrière, ça m'a valu un redressement, puisqu'il a fallu aller devant une commission avec des experts, avec des galons en tout genre, pour arriver à démontrer ce qu'on était en train de faire et ce qui était à notre hauteur, quelque chose de finalement assez modeste. Donc au final, est-ce que les 100 000 € qu'on a obtenus par rapport au temps qu'on y est passé, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Honnêtement, la question se pose. Mais pour des petites boîtes, c'est une question de réflexe, c'est une question d'organisation. Alors vous avez celles des boîtes qui sont pures techno et qui sont concentrées à tel point qu'elles sont pensées pour le CIR et dont le modèle économique repose sur le CIR. Mais pour les autres qui sont mi-figue, mi-raisin, franchement, vous n'êtes pas vraiment organisé pour pouvoir gérer ça. Et c'est quand même terrible. Je ne leur jette absolument pas la pierre, puisque s'ils sont là, c'est qu'ils sont nécessaires. Mais qu'il y ait des intermédiaires. Que tu sois obligé d'utiliser des intermédiaires pour faire appliquer la loi fiscale, finalement, point à la ligne, c'est tout. C'est pas possible. Et en fait, tu as l'impression, dans ce constat général du fait qu'on n'a plus de services à valeur ajoutée, que le seul endroit où les services à valeur ajoutée, tu vois, le capital intellectuel se développe, c'est les endroits où on aide les gens et les boîtes à gérer la complexité administrative ou à en profiter au mieux. T'as raison. Voilà. Comment je récupère l'impôt que j'ai payé dans la niche X et la niche Y. C'est merveilleux, parce que comme dans le budget, là, il va y avoir une diminution du nombre de fonctionnaires. On pourra récupérer ces têtes bien faites. Tu l'as vu où, la diminution du nombre de fonctionnaires? Il y en a 10 000 en plus. Ils l'ont annoncé là récemment, je sais non, plus. Non, Juliette, non. Alors là, autant Polytechnique, tu passais au travers, autant le budget, non? Non, t'en as 10 000 en plus. 10 000, oui. Et là-dessus, ça pose pas de problème d'ailleurs. Mais je crois que non. Le budget, t'en as 10 000 en plus, création de postes dans les services régaliens. Donc ça pose pas de problème. Mais Stéphane, il y a un autre point sur l'étude de la productivité qui m'a énormément surpris. Je me disais un peu naïvement, si on investit un peu moins dans les sciences, c'est qu'à côté, on est dans les sciences sociales, on est dans le management, etc. Donc, en fait, on bonifie la population avec d'autres qualités. Et alors là, pas du tout. En fait, ils appellent ça les sciences socio-comportementales. Et finalement, sur PISA, etc., on est en plantage. Alors, c'est quoi les sciences comportementales? En termes de management, ça va vous parler, parce que je les ai notés: coordination, négociation, résolution de problèmes complexes, gestion des ressources. Donc, en fait, en management, on plante également. Donc, en fait, on ne progresse nulle part. Et ça, on le dit avec un peu d'humour, parce que c'est franchement très inquiétant. Oui, ça, c'est très et en plus, avec les nouveaux modes de travail qu'on a, et la façon dont on gère ses collaborateurs, en fait, il faudrait revenir à la base, c'est-à-dire à Geoffroy Guichard, qui disait la principale qualité du manager, c'est la bienveillance. Et en fait, on n'a pas ça. Geoffroy Guichard, dis donc. Ouais.
Mais Geoffroy Guichard, c'est Casino Guichard, c'est le commerce pour le coup. Saint-Étienne, etc. Il a des phrases magnifiques. Il dit la principale vertu managériale, c'est la bienveillance. Et il disait si vous êtes bienveillant avec vos collaborateurs, vous les faites grandir, vos boîtes grandissent, vous avez moins de problèmes, etc. Vous avez un dialogue social plus simple. On pourrait avoir un débat là-dessus, parce que je ne suis pas sûr. Moi, la principale vertu, c'est la bienveillance. On a un sujet de bureaucratie aussi dans nos boîtes, et probablement d'encadrement intermédiaire qui parfois n'a pas la posture managériale qu'il faut, parce qu'il n'est pas formé, parce qu'on ne l'a pas mis dans le bon état d'esprit, parce qu'il ne comprend pas que la fierté, c'est quand vos collaborateurs font mieux que vous. Toutes ces choses qu'il faut inculquer, alors qu'on les a fait fonctionner à coup de grandes écoles. Vous faites le premier, sortir premier au classement, choisir son poste en premier, monter le plus vite possible en haut de la pyramide, etc. J'avais juste, parce qu'en regardant tout ça, je suis retombé en fait sur un chiffre assez impressionnant quand même. Une année de licence, donc l'État a investi 3 700 € sur une année de licence en université, 13 400 sur une année de classe prépa. Donc ça veut dire que tu considères quand même qu'il faut au moins 13 000 € pour bien former quelqu'un, puisqu'il investit 13 400 dans une année de classe prépa, et il en donne 3 x 4, 12, à peine un quart. À ces formations universitaires. Voilà, mais ça nous renvoie quand même avant même la période. On a l'éducation nationale, arriver à compter, savoir dire bonjour, etc. Et on va repartir sur et c'est toujours la même histoire. Débat, enfin mon débat de l'année dernière sur il faut augmenter les profs. Et ça se fait sur une génération. Quoi. Et sur l'endroit où la grande démission est la plus préoccupante, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de candidats de qualité pour aller enseigner. Ben non, bien sûr. Super. Mais ça, on en a beaucoup parlé l'année dernière, ça. Loi Pacte, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Alors, je sais que tu es capable de faire 1 heure avec la loi Pacte, donc concentre, Jérôme. Je vais te concentrer parce que je me suis intéressé au sujet que je connais le mieux. Déjà, c'est bien que la loi Pacte soit évaluée. Donc on est au 3e rapport d'évaluation, il n'y avait rien dans les 2 premiers puisque c'était trop court. Voilà. Deuxièmement, on se rend bien compte que c'est compliqué d'évaluer un certain nombre de choses parce que la pandémie, quoi qu'il en coûte... et puis c'était quand même l'auberge espagnole, la loi Pacte. Il y avait tout. Alors moi, je me suis intéressé au sujet que je suis vraiment quotidiennement. Et en fait, pour la faire courte, le plan d'épargne retraite cartonne. Donc là, Bruno Le Maire, il peut faire cocorico, il est au-delà de ses objectifs, 2 fois plus de bénéficiaires qu'anticipé, et on aura largement les encours qu'il avait anticipés. Et donc ça veut dire que quand on simplifie... Est-ce que ça peut être qualifié d'un début de capitalisation, le plan d'épargne retraite ? Alors, mais carrément, mais c'est le fonds de pension à la française. Ça y est, il existe, il est là, il fait déjà 300 milliards, il fera 300 milliards à la fin de l'année, il y a 5,6 millions de Français qui en ont un, c'est 2 fois plus qu'anticipé, et ça veut dire que quand on prend un sujet en France et qu'on le décomplexifie, qu'on décoche toutes les cases qu'il freine. C'était la sortie en rente exclusive, c'était je ne peux pas débloquer pour acheter ma maison, c'était le problème d'incohérence entre les produits ou de non-fluidité entre les produits. Tous ces trucs que la loi Pacte a réglés sur l'épargne retraite, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est un truc absolument génial. La deuxième chose que je suis, tu sais, c'est tous les dispositifs de partage de la valeur, intéressement, participation. Et là, évidemment, la pandémie met un peu le souk, puisqu'on a un très faible progression du taux d'équipement, parce qu'il y a peu de boîtes qui se sont préoccupées de foutre de l'intéressement et de la participation pendant qu'elles géraient la crise. Et évidemment, les primes ont chuté. Alors, elles sont en train de rebondir en 2022 sur la base des très bons résultats 2021. Donc, il faut attendre, il faut donner le temps, en fait, à la simplification de se déployer. Et puis, l'autre truc, moi, qui m'a intéressé, c'est, j'ai envie de dire, le flop de l'entreprise à mission, quoi. Attends un peu avec ça. Alors, on parle, il y a 730 boîtes qui ont pris le statut d'entreprise à mission au 1er septembre dernier. 730 rapportés à la taille des boîtes françaises, enfin au nombre de boîtes françaises, c'est rien. Il y en a là-dedans une immense majorité qui sont des TPE, où c'est peut-être plus simple. Hein. Et donc... TPE, entreprise à mission ? Ouais. Oui. Comment tu fais ton comité de mission si tu es une TPE ? Il faut faire venir des gens de l'extérieur, etc. Il faut accepter la chose. Tu bosses là-dedans, toi Alors moi, je connais un petit peu les entreprises à mission, les raisons d'être et un petit peu les dispositifs. Oui, moi aussi, mais j'ai un comité de mission, tu es une TPE. Oui, mais en fait, compliqué quand même. Quels sont les premiers à s'être dotés d'une raison d'être ou de s'être transformés en entreprise à mission ? Je sais plus, moi j'avais les chiffres en tête sur le CAC, mais l'an passé, je crois qu'il y avait... 14 sociétés qui s'étaient... Non mais attention, parce que raison d'être et entreprise à mission, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, mais attends, sur les raisons d'être, on peut le faire tous ensemble. Il n'y a que Danone. Raison d'être. Entreprise à mission qui a pris le statut, il n'y a que Danone. Oui, mais attends, raison d'être. Je me demande s'il n'y en a pas une autre. J'ai vu que celle-là. Mais non, t'as le banquier qui donne des leçons à tout le monde, là. Comment il s'appelle ? Banquier mutualiste, là. Oui, la Maïf. Voilà. Raison d'être entreprise à mission. Il y a deux sujets différents, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'au début, quand c'est parti, pourquoi il y a beaucoup de TPE qui sont allés dessus ? C'est que tu as un espèce de club des entreprises à mission, un club des sociétés dotées de raison d'être. Et donc, il y a beaucoup quand même de prestataires de services qui sont allés soit dotés d'une raison d'être, soit qui se sont transformés en entreprise à mission pour entrer dans ce club de on appartient à la même caste, on fait partie du club très sélect des entreprises à mission ou des entreprises à raison d'être. Alors,
Et donc là, tu trouves des clients. Et là, tu trouves des clients plus facilement. Parce que tu parles de pair à pair. Donc ça, pour moi, c'est purement une approche B2B. Hein. Ouais, mais il y a la question du portage, en revanche. Il y a la question du pourquoi, la raison d'être entreprise à mission. Je maintiens, je veux dire, la loi Pacte, c'est très bien. Faut quand même revenir aux sources. Ce rapport Nota-Sénart, Dominique Sénart, à l'époque, il avait dit quoi? Pour doter déjà Michelin, il avait une raison d'être avant que la loi Pacte sorte, il faut se souvenir. Permettre à chacun d'avancer. Et il a dit, c'est pas mal, hein, permettre à chacun d'avancer, tout à fait. Donc il avait la raison d'être avant que la loi Pacte le permette. Donc la raison d'être, on a tous normalement une raison d'être en tant qu'entreprise. Si on n'en a pas, vas-y, et donc, il est temps de travailler dessus. Hein. Et donc, en revanche, une raison d'être au sens premier du terme. Raison d'être entreprise à mission, ce sont des dispositifs juridiques très compliqués où, en tant qu'entreprise à mission, on va s'engager sur un certain nombre de choses, avec les raisons d'être également, et être sûr qu'il n'y aura pas des attaques, des incompréhensions de la façon dont c'est formulé, ça fait peur quand même à beaucoup de personnes. Mais moi, et on se rend compte que sur ceux qui sont allés vers des raisons d'être statutaires ou vers la transformation en tant qu'entreprise à mission, il y a effectivement soit des petits systèmes, des petites entreprises qui se sont dit « je vais chercher du business », soit dans les plus grosses entités. N'oublions pas qu'il y a majoritairement des sociétés à participation publique. Parce que c'est un message porté par le politique. Et moi, ce que j'adore dans cette loi Pacte, au-delà de l'adoption ou pas statut, raison d'être, entreprise à mission, parce que ça en soi, je trouve que ça se discute, on n'a pas besoin de se transformer en entreprise à mission, de se doter d'une raison d'être statutaire pour se comporter correctement envers la planète, ses collaborateurs, etc. Ce que j'apprécie, c'est la démarche, qui est le fait de se dire... posons-nous un petit peu, à un moment dans notre existence, pour nous demander comment est-ce que nous challengeons ces grands défis. Et ce que je trouverais intéressant dans le rapport d'évaluation, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait, c'est de voir s'il y a des entreprises qui ont fait la démarche de se poser la question, sans forcément aller jusqu'au bout, mais qui ont fait la démarche en se demandant comment est-ce que je réintègre mon écosystème, mes parties prenantes. Bien sûr. Parce qu'autant j'adore la démarche, autant le résultat qui est tamponné entreprise à mission ou statut, je trouve que ça se discute. Un point important que tu as cité, il ne faut pas que cette entreprise à mission et que ce statut devienne une porte d'entrée pour les activistes. Et c'est ça qui, notamment sur les grands groupes, les fait reculer. Et la peur de la responsabilité, je pense que c'est un point, c'est-à-dire donner un angle juridique. En fait, bien sûr, mais en plus à l'époque, je veux dire, c'est pour ça que ça avait été créé, ça nous est venu des US à l'origine. Aux US, pourquoi? C'est parce qu'il y avait un problème en termes juridiques sur la responsabilité des dirigeants qui ne pouvaient pas, en droit de la responsabilité américaine, qui ne pouvaient pas tenir compte d'autres missions en tant qu'entreprise. Et c'est pour ça que ça s'est développé aux US à l'origine. C'était une problématique juridique. Nicolas, en fait, il y avait un autre point dans la loi Pacte, c'est l'actionnariat salarié. Ouais. Il en a parlé. Non, j'ai parlé juste intéressement et participation. Mais l'actionnariat salarié, sujet très cher à Croissance Plus. C'est vrai que tu t'es en campagne. Non, qui patine, qui se développe finalement assez peu. Et en fait, on voit quand même que le partage des fruits de la croissance, quand l'entreprise donne plus, tout le monde est d'accord. Quand on demande après aux salariés de prendre une petite part de risque, d'aller abonder un compte, ça marche chez les grands groupes parce qu'ils savent abonder. Dans les petites boîtes, quand il n'y a pas forcément l'abondement, la prise de risque, elle est plus difficile. Et moi, mon expérience, c'est que quand on a fait le LBO, moi, j'ai totalement sous-estimé en m'adressant à mes salariés en disant « on fait un truc incroyable, il y a des effets de levier, etc. Mettez quelques euros, mettez quelques milliers d'euros et puis vous allez pouvoir gagner beaucoup. » Mais en fait, rien que le mot « action », pour des cadres qui sont dans les boîtes. Oui, parce que c'est quand même des gars informés chez toi. Normalement, mais en fait le mot action, et puis donc derrière sortie de cash, donc prise de risque, etc., sont des sujets qui restent très très flous dans la tête des uns et des autres. Et en fait, quand on voit que la loi Pacte dit ça continue à patiner, à part pour les grands groupes, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment encore cette fameuse France d'entrepreneurs avec des gens prêts à prendre des risques. Oui, mais non, quoi. C'est-à-dire que... je te raconte, il y en a quand même de plus en plus. Je raconte très vite. 2008, donc le groupe Next Radio doit faire une augmentation de capital. Il était assez endetté et il décide d'en faire une opération d'ouverture du capital aussi à ses salariés. Je me souviens très bien, le cours à l'époque était à 8 euros. Ça allait très très mal, 2008. Et donc, dans ces cas-là, tu as une enveloppe réservée et tu te dis, moi je pense que c'est un truc efficace, donc allez, je vais mettre le maximum, puis comme ça j'aurai un tout petit bout.
Et il s'est passé exactement ce que tu décris, c'est-à-dire personne n'y a été. Ouais. Le problème, c'est que tu es obligé de prendre le maximum à ce moment-là, donc ça a été un tout petit peu tendu en termes de finances personnelles pour le ménage. Voilà. Ouais. Mais après, on s'est félicité, parce qu'Alain Veil étant un entrepreneur exceptionnel, ça a très très bien fonctionné. Oui. Mais c'est vrai que voilà, c'était juste une petite anecdote, effectivement, sur la frilosité des salariés. Mais c'est aussi une frilosité des patrons. C'était quand même chez BFM Business, les gars étaient informés, quoi. Enfin, bon Dieu, c'est dingue. 8 euros. Alors, mais il faut, moi je dis toujours, 1 heure de conception, on va dire technique, juridique du schéma, 1 heure de com. Pour que ça marche. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est très important. Il faut prendre le temps de former les gens. Il faut repartir à la base. C'est quoi une action? Quels sont les risques? Comment ça fonctionne? En non-coté, spécifiquement. Je n'ai pas de liquidité sur le marché. Ce sera quoi mes clauses de liquidité? Et puis, de temps en temps, tu as l'époux ou l'épouse d'un des salariés qui dit n'y va pas, il te réclame de l'argent. Bon, là, tu ne peux pas le sauver. Mais tu arrives à avoir des taux de participation élevés quand tu mets un peu de carburant, un peu de parachute, abondement des cotes, etc., gratuite et tout ça. Et quand tu prends le temps de cette pédagogie. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a aussi un problème de compréhension chez les patrons. Parce que, en fait, le moment, par définition, ces mécanismes sont des mécanismes à levier, exactement comme vient de le dire Nicolas. C'est-à-dire que c'est au moment où ça va mal et où tu mobilises tout le monde avec ton plan de redressement ou de traverser de la crise qu'il faut proposer aux gens d'y aller quand c'est pas cher, parce que c'est comme ça qu'ils auront l'upside le plus élevé possible. Et tu as très souvent des patrons qui se mettent la tête dans le sable comme des autruches à ce moment-là et qui, du coup, vont aller proposer des trucs quand ça va bien, et quand ça va bien, il n'y aura pas de gain ou plus de risques parce que tu es rentré au plus haut. Quoi. Voilà. Et donc, c'est un sujet parce que... C'est le sujet d'actualité, parce que les augmentations de salaire, tout est, avec l'inflation, tout le monde est parti sur le salaire, mais en fait, un des vrais leviers, c'est justement de pouvoir payer en capital et d'associer les salariés, parce que ça résout à la fois le problème de rémunération et puis surtout le problème de fidélisation. Excuse-moi, je raisonne en entrepreneur. Par nature, c'est variable, et donc c'est absolument normal, désirable, génial de partager quand ça va bien, et puis quand ça va pas bien, il faut que ça s'arrête pour sauver la boîte, quoi, pour que ça soit pas un semi-remorque de coups de fixe qui te rattrape dans la descente. Et l'autre point qui est essentiel, c'est que tous ces dispositifs-là, par rapport à la PEPA, tu sais, la prime patron, machin, etc., c'est des trucs dans lesquels il n'y a pas que le flux financier, il y a le flux d'association, la compréhension de la marge des affaires, l'information. Bon. Et si tu fais ça bien, tu peux relier ça à la compréhension, une meilleure compréhension de la marge des affaires dans tes équipes, et tu as un levier extraordinaire qui est autre chose que passer à la caisse et je vous file une prime PEPA à la fin du mois. Prime pouvoir d'achat maintenant. Ouais, prime PPA. Pouvoir d'achat, ok. Prime pouvoir d'achat. Juliette, court, il faut qu'on fasse la pause. Parce que pour moi, il y a quand même deux choses là-dessus. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ces dispositifs-là, intéressement, participation, actionnariat salarié, qui a un peu ma préférence pour plein d'autres raisons, il faut vraiment les prendre comme des dispositifs de partage de la valeur et de partage des valeurs. Et souvent, c'est vu que sous un angle, et c'est dommage parce que ça permet aux salariés de mieux comprendre le business de l'entreprise. Et second point, si vous ne l'avez pas lu, la note de l'Institut Montaigne qui est sortie cet été, parce qu'il y a quand même une petite question de lisibilité des dispositifs qui pourrait faciliter sur le fait que plusieurs entreprises s'en saisissent plus facilement. Et Cocorico, n'oublions pas, c'est le général de Gaulle, donc on y va. Ça fait la fortune de Jérôme quand même, la complexité du dispositif. Voilà, donc, mais il ira sur la communication. Il faut le dire, parce que je tiens à dire, cette loi Pacte, tu en as été et tu es venu, et on en a parlé ensemble régulièrement, tu as été un des... Non, mais elle a fait progresser un des promoteurs, comment on dit, un des écrivains, non, un des rédacteurs, voilà, un des rédacteurs d'une grande partie de cette loi. Tu vois, tu me prêtes beaucoup de choses. On marque une pause. Gouvernance publique. Alors, Juliette, c'est un sujet qui est évidemment au cœur de tes réflexions. Donc là, alors il y a deux choses. D'abord, il y a quand même, donc on a eu Luc Rémont, PDG d'EDF, Slawomir Krupa, qui est lui directeur général de Société Générale. Là, il y a dissociation des fonctions. C'est pas mal le nouveau patron de Société Générale, Slawomir Krupa. Moins de 50 ans, il n'a pas fait les grandes écoles, il n'a pas fait les cabinets ministériels. C'est un profil intéressant. Luc Rémont, lui, alors, en revanche, il est dans le nouveau patron d'EDF. Donc d'abord, il est PDG, polytechnicien, fonctionnaire du Trésor, et alors ça va nous faire des souvenirs, parce que c'est toute la période Chirac. Donc il a été dans les cabinets ministériels de Francis Maire, Nicolas Sarkozy, Hervé Guémard. Est-ce que vous vous souvenez d'Hervé Guémard, pauvre Hervé Guémard. Bien sûr. Et Thierry Breton, tiré à vue pour un problème de logement de fonction. Ouais, enfin, 7 pièces quand même. 7 pièces quand tu as le nombre d'enfants qui... Oui, mais quand tu l'as à Bercy, et puis il est magnifique à Bercy. Bon, enfin bref, on va pas refaire l'affaire Guémard. Tiré à vue, enfin vraiment...
Enfin, moi, ça m'a vraiment énervé. Oui, parce qu'à l'époque, il portait un potentiel de droite libérale. C'était débile que ceux qui avaient reproché à Manuel Valls d'avoir emmené son fils à une finale de Coupe d'Europe dans l'avion de la République. Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. Il bosse comme une brute. Il y va pour question de représentation. Il a une chance de voir son fils. Non, la femme de César. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Irréprochable, mon vieux. Non, t'as pas le droit. Ok. L'avion vole. Même les décroissants devraient être d'accord. Voilà. La raison d'être. Non, t'as raison d'être. Non. On n'est pas d'accord. Tu peux emmener quelqu'un, emmène quelqu'un, pas ton fils. Emmène quelqu'un, je sais pas, j'en sais rien, n'importe quoi, un supporter de foot, tu fais un... Peu importe, non, pas ton fils. Pour moi, c'est un tout petit sujet. Emmerder un Premier ministre avec ça, c'était vraiment honteux, quoi. Tu vois Juliette, qu'est-ce qui... Tu vois, donc renouvellement du CAC... Tu veux qu'on parle de quoi? Exemplarité publique ou gouvernance publique? Il y a deux choses. Il y a d'abord renouvellement du CAC, parce qu'on a eu Veolia avec Estelle Brachlianoff, on a eu Orange, on a eu Air Liquide il n'y a pas très longtemps. Donc on est sur EDF, Société Générale, etc. Atos. Oui, mais Atos, malheureusement pour eux, même peut-être le SBF, ils vont avoir du mal à y rester. Donc, ce qui est intéressant, c'est Société Générale, parce que Slawomir Krupa, il était en face de Sébastien Proto, qui est quand même copain de promo de notre président de la République. Ouais. Donc inspection des finances, etc. On aurait pu penser que, comme c'est les grandes banques françaises, il y a des jeux de pression, que ça se décidait à l'Élysée, etc. Et là, c'est assez factuel. On a quand même pris un gars issu du Sérail, de l'inspection de la Société Générale, qui a fait toute sa carrière à la Société Générale, qui a redressé BFI. Alors bon, il a plutôt charpenté et il a des méthodes de management qui sont les siennes. Mais on a quand même une preuve d'indépendance du conseil d'administration en allant choisir quelqu'un qu'ils estiment être le plus à même pour passer le virage de changement de modèle de la banque, parce qu'il y a quand même des défis de dingue dans ce secteur d'activité, plutôt qu'un traditionnel inspecteur des finances, copain avec tout le monde, et voilà, qui font bien le job aussi d'ailleurs. Qui est différent. Mais dans la maison d'en face chez BNP Paribas, il y a un inspecteur des finances qui fait très bien le job. Mais le fils, on aurait pu imaginer le fils adoubé de UDA, non. Le conseil a choisi un autre candidat. Et je trouve que c'est assez intéressant que les conseils d'administration se montrent aussi indépendant d'esprit dans ça. Voilà, c'est factuel, quoi. Juliette ? Alors, il y a eu une étude l'été dernier, justement sur les attentes des conseils d'administration. Je crois qu'ils avaient, c'était avec McKinsey, je crois qu'ils avaient, avec leur comité d'audit, interrogé plus de 1000 administrateurs indépendants. Et il ressortait de cette étude que les attentes des administrateurs, très fermement, c'était plus de diversité et plus d'attentes en termes de connaissances, de savoir-faire sur le métier de l'entreprise, et qu'ils avaient vraiment le sentiment aujourd'hui en France d'être tellement en recul sur cette diversité, cette ouverture d'esprit, cette façon de penser autrement, se penser autre, et ce savoir-faire technique, que ça commençait vraiment à coincer dans les tiroirs. Donc ça, je crois que c'est une attente des administrateurs, de beaucoup d'administrateurs aujourd'hui sur la place de Paris, et qu'effectivement, on voit le ressortir sur la nomination de certains dirigeants. C'est absolument pas délirant. C'est vraiment ce que veulent les membres de conseil d'administration. Okay. Second point, en revanche, il y a quand même c'est vrai, j'ai lu beaucoup de choses sur le nouveau PDG d'EDF, avec peut-être la question un jour de la dissociation de fonction, qui était dans l'air avant sa nomination, donc il a dû l'obtenir, je pense. Donc c'est... peut y avoir d'autres sujets, mais là, ce serait un peu technique. Je ne sais pas si c'est l'endroit de rentrer là-dessus, sur les notions de dissociation de fonction sur EDF. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que tu as le savoir-faire du patron, qui va dépendre de l'activité de l'entreprise et de sa connaissance, et tu as le savoir-être du patron. Et je crois quand même que dans un paquebot comme EDF, qui a quand même vocation, je crois que c'est annoncé ce soir, de ce que j'ai lu rapidement tout à l'heure, à être effectivement complètement nationalisé, tu veux dire. Oui. Au 8 novembre devant le collège de l'AMF. Le savoir-être, c'est quand même un actionnaire particulier. Faut quand même en prendre compte. Et c'est pas qu'un actionnaire particulier, c'est aussi une entreprise particulière, sûr, avec une culture particulière. Voilà, et ce qui n'est absolument pas... Et ça va être pareil dans un actionnariat familial. Une dissociation de fonction, et donc là, tu penses une dissociation de fonction dans ces cas-là te paraît indispensable? Moi, je pense que on arriverait à mettre en place une dissociation de fonction sur EDF. Je pense que ce serait indispensable. Pourquoi ? Parce que la dissociation de fonction permet
de mieux gérer, enfin c'est toujours sur la notion de gouvernance, tu sais, où tu dois réussir à trouver un équilibre des droits, des pouvoirs, des responsabilités entre l'actionnaire, le conseil d'administration et le directeur général. Le conseil d'administration, pour qu'il tourne bien sur un paquebot comme EDF, il faut un vrai chef d'orchestre qui ait le temps de faire ce liant et de tirer le meilleur parti des expertises, des analyses des membres du conseil d'administration. Donc là, avoir un président de conseil d'administration dont la mission est d'être chef d'orchestre de cet organe central, si on peut le faire, je trouve que ce serait une très bonne chose. Donc moi, je soutiens plutôt la démarche. Et EDF, il faut quand même regarder, c'était un des derniers paquebots, on n'a toujours eu que des PDG, donc je dis il y a des raisons, il y a aussi des raisons techniques, donc il faut laisser sans doute le temps au dossier de pouvoir aboutir. Mais il n'empêche, ça ferait vraiment sens sur un gros paquebot comme celui-là. Et quand on regarde sur le CAC 40 ou sur le SBF 120, il y a de plus en plus de dissociation de fonctions. Autant moi, je ne suis pas pour la dissociation de fonctions n'importe quand et surtout n'importe comment, autant sur des gros paquebots, c'est vrai que ça fait sens. Quand il y a des conseils d'administration nombreux qu'il faut bien animer, c'est mieux d'avoir un vrai chef d'orchestre qui est spécialiste du sujet. Jérôme ? Mais c'est la même chose, c'est pas que dans les grosses boîtes, hein. C'est la même chose dans les boîtes familiales classiques, que je connais bien, hein. C'est vraiment un terrain que je connais bien, où tu as toujours ce moment pivot de la transmission par rapport à un fondateur qui incarnait complètement sa boîte, qui l'a développée, etc. Et quand c'est une transmission intrafamiliale, parfois, tu as un moment où ça part en vrac parce qu'on a privilégié la transmission intrafamiliale plutôt que de privilégier la compétence, etc. Et ce moment d'inflexion, c'est dans les critères extra-financiers pour décider d'investir, tu vois, en private equity dans une boîte familiale qui va avoir son capital parce qu'elle a besoin de financement, etc. C'est un point qu'il ne faut pas louper, hein, dans ce que tu regardes. L'autre point que je voudrais dire, c'est que cette indépendance des conseils d'administration, elle est nécessaire. Quand je suis administrateur, j'essaye de l'être de façon systématique. Et il faudrait presque sanctionner la non-indépendance. Je ne sais pas si on peut. Mais on part de loin. La situation. Si t'es coté, la sanction, elle est parfois justement de la part des la situation ceux qui regardent ta gouvernance. Tu vois, moi, quand j'ai commencé ma jeune carrière dans le secteur financier, assurance, banque, etc., on était quand même dans un secteur qui était encore complètement public, hein, complètement nationalisé ou pour l'essentiel, et on avait quand même une succession de présidents. C'était aux AGF, si je me souviens bien. J'étais à la défunte Union des assurances de Paris. Union des assurances, voilà. UAP. Et avec une succession de patrons qui étaient quand même des gens qui faisaient plus le tour des sources de financement du principal parti politique au pouvoir qu'une vraie compétence pour déployer un plan stratégique sur un marché concurrentiel, etc. Tu vois. Et donc on a quand même énormément progressé de ce point de vue-là, il faut s'en réjouir, mais il y a encore du progrès à faire. Alors, sur la notion d'administrateur indépendant, très court, Claude Bébéard, 2012, AXA, Institut Montaigne, là c'était sous l'autre casquette. Les administrateurs indépendants sont à la mode. Soit, mais en fait c'est complètement nier les liens d'amitié qui se tissent naturellement au sein d'un conseil d'administration. En fait, qu'est-ce qu'on doit demander à un administrateur ? Compétent, c'est évident. Qui prépare ses dossiers, c'est évident. Qui soit courageux. Et à l'époque, il posait la question, beaucoup de grandes entreprises en ont souffert jusqu'à présent, est-on sûr qu'aucune n'en souffre à l'heure actuelle ? C'était il y a 10 ans, je vous laisse avec ça. Alors après... Je préfère le courage, je préfère l'administrateur courageux à l'administrateur indépendant. Et c'est beaucoup plus compliqué à challenger. Et je pense que c'est vraiment un critère qu'on devrait regarder. C'est pour ça que les crises de gouvernance sont intéressantes, parce que ça permet de poser ces questions-là différemment. J'ai appris un truc récemment. Supervision bancaire. Les administrateurs des banques passent devant la BCE. Et donc, et un administrateur, et alors je n'ai pas réussi à avoir son nom, mais je sais que c'est arrivé à un grand patron du CAC 40, a été, alors, non pas giclé par la BCE, mais la BCE lui a demandé d'aller à l'école et de se former un tout petit peu sur des points s'il l'avait pour recevoir le tampon. J'ai été membre de conseil d'administration, effectivement, dans des établissements financiers où c'est la même chose. Tu vas avoir une liste de demandes beaucoup plus importante, mais il faut faire attention à ces listes de demandes parce que là, tu vas rentrer dans des sujets de conformité et il faut vraiment se souvenir qu'un conseil d'administration, ça vit dans le temps et que les administrateurs doivent être courageux dans le temps. Toujours oui, mais les indépendants, eux, leur mandat est limité. Les indépendants, leur mandat est limité en tant que qualifiés d'indépendants. Après, ils peuvent être non indépendants. Ils peuvent rester, oui, c'est vrai. Voilà. Et puis, tu as effectivement des personnes qui restent indépendantes sur le papier et qui ne sont plus vraiment indépendantes. Donc, ça énerve un peu les activistes. Mais sur le fond, la question, elle n'est pas là. Parce que tu peux avoir des administrateurs qui ne sont pas indépendants. Le but, ce n'est pas d'avoir un pourcentage indépendant. Ce n'est pas ça ce qui compte. Le but, c'est que le conseil d'administration soit dynamique dans son fonctionnement et challenge bien. Moi, ce que je veux, ce sont des administrateurs courageux. Le code AFEP-MEDEF, il dit bien sa première phrase, c'est pas vous devez avoir tant de pourcentage d'administrateurs indépendants. Il dit, bien sûr,
la bonne composition d'un conseil ne se résume pas à un pourcentage d'administrateurs indépendants, petit 1. Bon, après, on va vous donner des guidelines. Mais moi, je préfère un conseil d'administration sans administrateurs indépendants, mais avec des administrateurs tous courageux et qui font leur job de A à Z, plutôt qu'un conseil d'administration avec des indépendants. Qui dorment. Ça fonctionne pas très bien. Un mot nous ramène au non-coté, c'est vachement important parce que très souvent, le patron propriétaire d'une boîte non-cotée, il peut avoir envie, en tout cas il faut le pousser, à s'entourer de gens qui vont le secouer un peu, même s'il est omnipotent, autocrate, dictatorial, etc. Et il va très naturellement avoir tendance à le faire plus facilement avec des gens qu'il connaît, en qui il a confiance. Et en fait, quand tu l'es, quand tu as cette chance-là, que tu as des gens qui te demandent de venir, que tu les connais, que tu as des liens d'amitié avec eux, il faut quand même que tu gardes ton courage et ta capacité à leur rentrer dedans. Et notamment tu as prévu ce qui se passe si tu passes sous un bus en sortant du conseil ? Qui dirige ? Comment tu as organisé ? Les mecs qui pensent qu'ils sont immortels, enfin, tu vois. Et donc ce courage-là, et puis les embêter jusqu'à ce qu'il y ait un board qui fonctionne, qu'il y ait un mandat posthume qui dit comment ça se passe, s'il se passe quelque chose, parce que tu as la responsabilité du corps social qui dépasse l'ego du patron, quoi, pour la faire courte. Nicolas, tu veux dire un mot là-dessus ? Bah écoutez, moi je suis pour la dissociation des deux. J'en ai fait la meilleure expérience. Donc Alchimie, une société cotée, j'étais président directeur général et puis en mai 2001, il m'est arrivé un accident de santé très grave, gravissime. Donc vacances de la présidence. Et en fait, à ce moment-là, tu disais invincible, oui, tous les présidents, les fondateurs se pensent invincibles, c'est toujours la santé est une variable d'ajustement, on n'en parle pas, mais sauf qu'à ce moment-là, être deux, c'est assurer la continuité, c'est assurer la pérennité de la boîte, et Alchimie a souffert justement d'une vacance de management. Et donc, je pense que c'est sain d'arriver à dissocier, même si, en tant que fondateur, on m'aurait expliqué qu'il y avait un président et que je gardais la direction générale, ça m'aurait pas fait plaisir. Mais en réalité, ça aurait été très sain pour Alchimie. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je suis président et j'ai une directrice générale. Et c'est le meilleur binôme qui soit. Voilà, mais de fait. Excellent. Quelques éléments, parce que c'est le budget qui commence quand même. Hein. Commission des finances qui commence aujourd'hui à examiner le budget recettes. Alors, vous n'êtes pas obligé de réagir à tout. Je vais donner juste les 3 points, moi, qui m'intéressent. Donc, info de l'opinion hier matin. Éric Coquerel, le président de la Commission des finances LFI, essaye visiblement de monter une coalition hétéroclite pour revenir sur la suppression, même en 2 ans, puisqu'elle va être supprimée en 2 ans a priori, de la fameuse CVAE, l'ancienne taxe professionnelle. C'était un bout de la taxe professionnelle, au nom de la défense des finances locales. Ça vous intéresse, ça, un point là-dessus ça nous ramène à un truc essentiel. C'est 4 milliards. Hein, depuis à peu près les 2 tiers du quinquennat Hollande, on a réussi à prendre des engagements, donner de la visibilité sur la pression fiscale aux entreprises, et on a réussi à tenir ces engagements. Oui, mais regarde le résultat en termes de productivité. Tu vois, moi-même, j'ai des doutes là. C'est-à-dire qu'on démarre la note avec le Conseil d'analyse économique qui dit politique de l'offre, on est sur... C'est 2012-2013, hein, c'est ça hein. Donc on va être sur 10 ans de politique de l'offre. 13, parce que 12 c'est le sinistre. Oui, 12 c'est le sinistre. Ouais, c'est la déprime, c'est la déprime du patron, 2012. Août 2012. Voilà. On a besoin de visibilité, tu sais très bien qu'on ne peut faire de projet que si on a un environnement stable. Alors, donc on a promis des choses, il faut les tenir. Moi je trouverais ça absolument dommageable qu'on revienne dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à financer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs à trouver, mais on parle toujours de retarder les baisses d'impôts ou de rajouter des impôts plutôt que de baisser la dépense publique. Et donc j'en ai marre qu'on le prenne dans le mauvais sens, quoi. Voilà. Moi, c'est surtout la sortie de Le Maire à la suite du MEDEF en expliquant que pour régler les problèmes de dépenses publiques, on pouvait annuler la CVAE. Peut-être à suivre ça. Et en disant, et en fait, moi, ça me scandalise parce qu'en fait, on est toujours dans l'idée qu'on est en train de faire un cadeau aux entreprises. Mais les entreprises, là, en ce moment, elles ont, les pénuries d'énergie, les pénuries de matières premières, la hausse des salaires, des marchés en Europe qui sont plus ou moins en train de s'atrophier, le financement de la transition énergétique. Il faut investir. Il faut juste investir, il faut des marges de manœuvre. Donc là, à un moment donné, il y avait ça qui était dedans. On est quand même le pays qui est dans l'OCDE, entre les taxes et les contributions, etc., et number one de tout ce qui est demandé aux entreprises. Donc là, c'est pas un cadeau, c'est juste à un moment donné redonner quelques marges de manœuvre aux entreprises. Voilà. Alors, ce que dit le maire. Attends, 2 choses. Le premier, c'est, on en a parlé ici, donc je vais aller vite, pardon pour ceux qui nous écoutent régulièrement. Moi, il me fait marrer le MEDEF. Tu peux pas d'un côté demander un système, en gros à l'espagnol, où tu garantis le prix de l'énergie pour les entreprises, et de l'autre dire, parce que c'est ça la phrase qui a énervé le maire,
un budget qui ne... Enfin, l'intoxication permanente à la dépense publique n'est pas une saine gestion de la dépense publique. Si tu es dans une situation particulière, extraordinaire, tais-toi, quoi, le MEDEF. C'est bon, viens pas faire cette réaction pavlovienne à 2 balles, alors que tu demandes 50 milliards, sans doute légitime, pour protéger les entreprises de la hausse des prix de l'électricité. Viens pas faire cette réaction. Ah, mon Dieu, il n'y a rien pour réduire la dépense publique. C'est tout. C'est ça qui l'a énervé. Voilà, mais à ce moment-là, c'est un peu de responsabilité. Ça va finir avec Coquerel à l'Assemblée nationale. Non, mais ça passera pas. Enfin, Bah oui, mais déjà, on était sur 1 an. Maintenant, on est passé sur 2 ans. Donc, c'est pesant pour c'est très les pesant. entreprises. Oui, Voilà. je suis d'accord. Et puis, à un moment donné, et puis en plus, dans les marges de manœuvre, n'oublions pas qu'il y a les PGE à rembourser. Quoi. Enfin, donc, comment on fait? Enfin, au bout d'un moment, comment on fait? Donc, on parle de productivité. Et donc, en fait, c'est assez caractéristique d'un État qui fait pas son job, parce que là où il devrait donner des marges de manœuvre et investir dans l'éducation, il distribue du pognon à droite et à gauche. Et de l'autre côté, des entreprises qui essayent de faire mieux, qui bidouillent des trucs, alors qu'on devrait également investir sur la transition, etc. Donc, en fait, personne n'est vraiment lancé à pleine vitesse. Et on paiera, on se fera cette émission dans 15 ans, dans 20 ans. Non, je ne serai pas là, moi. Toi, tu seras là, mais il y aura quelqu'un d'autre là. Voilà. Mais je suis en train de faire du bateau avec Jérôme. On n'avance pas, et c'est toutes ces petites phrases sont profondément stériles et profondément destructrices de concentration. Très bien. Peut-être que quand on est chef d'entreprise, on est trop centré sur l'efficacité, la résolution des problèmes complexes, mais là, on est aux antipodes. Très bien. Il y a trop de tensions humaines en ce moment. Je crois qu'il faut vraiment que tous les dirigeants, qu'ils soient publics ou privés, baissent d'un cran. C'est vrai. Parce que ça fait trop de tensions humaines dans les discours publics, en communication externe. Il y a des choses que j'ai vues passer qui m'ont un peu étonné de la part de plusieurs dirigeants. Et après, forcément, ça se retrouve dans les équipes. Donc, il ne faut pas se plaindre non plus que les collaborateurs, au bout d'un moment, on est assez. Donc, on parlait tout à l'heure de savoir-être. Il faut effectivement que tout le monde, là, arrive à... Oui, c'est compliqué. Oui, il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques, énergie... des impacts économiques qui vont être majeurs. On est sur une phase de transition incroyable, mais raison de plus pour... Garder son calme. Ouais, être responsable. Mais ça vaut, prenons la distance. Ça vaut aussi pour les ministres. Ça vaut aussi pour les ministres. Toi aussi, tu penses qu'il n'aurait pas dû faire cette sortie Alors, mais moi, je pense qu'il y a de la maladresse des deux côtés. Voilà. Et qu'en plus, ça tombe sur le terreau qu'est Bruno Le Maire, avec son habitude de rodomontade un peu démago, il faut le dire, dès qu'il peut l'ouvrir en disant c'est moi qui décide et puis c'est tout. Et donc en fait, la rencontre des deux crée cette espèce de... Mais il est obligé, voilà. Ça y est, je défends Bruno Le Maire moi maintenant. Il est obligé de prendre cette posture. Il va se retrouver, alors là, bon, c'est un sujet dont je voulais qu'on parle, mais on n'aura pas le temps. C'est-à-dire, l'Assemblée, là, aujourd'hui, c'est peut-être une très bonne chose d'ailleurs, hein, mais... c'est à feu. Je t'ai sans doute pas à 100, mais c'est à feu. Donc, tu es obligé de prendre des postures à un moment, de dire non, on ne se fait pas manipuler par le MEDEF. Je t'ai parlé de mon rêve de stabilité avec cette Assemblée. Ouais. Voilà. Alors, visiblement, c'est ce qui me fait penser, alors j'ai pas eu le temps de voir le détail, mais c'est la une du Monde ce soir. Donc, il faut une grande étude, comme ils la font, je crois, à peu près tous les 6 mois, sur l'état de la France, on va dire ça comme ça, et ils titrent « La France se décrispe ». Et visiblement, donc il y a toujours de la colère, mais le truc est en train de retomber, un peu plus de confiance dans les institutions, et ils sont, comme Jérôme, ravis en fait d'une assemblée qui représente, enfin nous sommes collectivement ravis d'une assemblée qui nous représente et où les choses vont sans doute se régler de manière très musclée à l'intérieur de l'assemblée, mais il vaut mieux ce soit à l'intérieur de l'assemblée que... devant l'Arc de Triomphe. Vous voulez parler des retraites, c'est ça? Non, je ne vais pas parler des retraites. Non, c'est juste un truc. Non, juste un truc fiscal encore qui m'intéresse parce que ça, on va y avoir droit, c'est l'impôt sur la fortune. Donc l'Espagne rétablit l'impôt sur la fortune. Alors c'est 23 000 personnes en Espagne qui vont payer 3 milliards sur 2 ans. Ça fait 65 000 euros par personne et par an. Voilà, je crois que ça, ce sera dur d'y couper, non? La contribution exceptionnelle à un moment ou à un autre des plus riches. Non, mais c'est pas nous, donc t'es tranquille. Non, mais c'est le sujet, on le savait, c'était déjà de 2-3 milliards. Enfin, on est en train de parler de 2-3 milliards. À côté, on a un déficit public qui est de 150 milliards. Enfin, c'est comme si ça allait être la martingale pour régler. Alors oui, il faut faire attention en politique, avoir des symboles et montrer que tout le monde contribue. Mais à un moment donné, revenons quand même sur les sujets de fond. On parlait d'éducation tout à l'heure. On parle maintenant aussi d'efficacité de la dépense publique. On met quand même 480 milliards de dépenses de l'État. Donc c'est beaucoup
beaucoup d'argent. Et pourquoi on n'a pas de profs payés décemment? Pourquoi on a des services de police qui sont dysfonctionnants? Parlons de tout ça. Donc tu te retrouves avec un espèce de symbole à 2 balles là. Mais c'est pas du tout le sujet. Sachant qu'il a été avéré, et c'était au début du quinquennat précédent, que l'ISF est désastreux en termes d'emploi, d'industrie. Et donc moi j'ai un truc assez simple, s'il faut faire un geste, moi, je vais te dire, il faut le faire sur l'immobilier. Il faut aligner enfin la taxe foncière sur la réalité de la valeur des biens. Tu vois, arrêter de faire qu'un pavillon de banlieue paye une taxe foncière largement supérieure en pourcentage qu'un appartement haussmannien hyper luxueux qui vient d'être fait. Et donc tout ça va faire payer les gens qui sont richement propriétaires immobiliers, parce que c'est les propriétaires qui payent les taxes foncières. Donc c'est une forme d'aggravation de l'IFI. Et puis en parallèle de ça, tu conserves l'IFI, puisqu'on ne peut plus y toucher, c'est terminé, mais tu permets de le défiscaliser à 100% en investissant dans des boîtes. Pas à 75%, à 100%. Tu vois, tu fais les deux. Et là, tu as fait un geste, il me semble raisonnable, il est sur un patrimoine qui dort, et tu ne risques pas de réendommager ton outil productif, ou de refaire des... À une condition, Jérôme, ça veut dire que tu es sûr que ta réforme de la taxe foncière pénalisera plus les grands immeubles des centres-villes des grandes villes que les pavillons de banlieue. Parce que si c'est les pavillons de banlieue, tu te retrouves avec les gilets jaunes. Là. Je suis d'accord, mais je crois qu'il y a suffisamment d'études sérieuses pour expliquer pourquoi la taxe foncière, ce mode de calcul est obsolète et pourquoi il faudrait la réformer. Mais à chaque fois, on s'enlise dans il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent, etc. Voilà. Et l'ISF Espagne, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas que la question de l'ISF, c'est surtout parce qu'ils l'avaient supprimé, qu'il y avait des régions qui étaient en train d'attraire les plus gros salaires. Alors ils ont un petit problème fiscal aussi. C'est deux sujets différents, effectivement. Sujet géopolitique interne, prise de pouvoir centrale versus délocalisation. Donc il faudra prendre le dossier avec cette histoire et donne parfaitement raison à ce qu'est Bismart. Je vais aller très très vite. Effectivement, autonomie fiscale des grandes régions espagnoles. Et donc, elles sont en train de se battre à coup de baisse d'impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe de l'affaire, elle existe. Et que si les régions sont en train de se battre à coup de baisse d'impôts pour attirer des entreprises et donc des recettes, c'est donc que globalement, à un moment, effectivement, moins d'impôts, c'est plus de richesse pour les collectivités locales. Et tu rajoute un truc comme c'est QFD. C'est donc parce que la masse donc nécessité d'être efficace avec les peu de dépenses que tu peux accorder. Exactement, voilà. Nécessité d'être efficace. Tu voulais parler des turbulences, alors on en a parlé largement, allez écouter l'émission hier si ça vous intéresse, des turbulences financières européennes, britanniques, etc. C'est vrai qu'on est dans une machine à laver, dans une lessiveuse. Non, je disais, c'est plus en tant que chef d'entreprise. Là, on se retrouve avec des sujets maintenant de macroéconomie, macro-politique qui ont un impact direct sur notre business. Parce que quand vous avez finalement l'Allemagne qui est à genoux avec des problèmes de gaz, donc on est dans la géopolitique avec la Russie, on a l'Angleterre qui fait son muni-budget qui est en train de couper plein de trucs. Et en gros, avec le Brexit, c'est quand même plus dur d'exporter vers l'Angleterre, la paperasserie, etc. On a l'Espagne qui change, l'Italie qui... en fait, on a nos débouchés de marché, c'est avec nos principaux pays voisins, donc nos principaux partenaires commerciaux, qui sont hyper challengés, donc des débouchés qui s'atrophient. Et ça, on parlait de stabilité, c'est des sujets auxquels on n'était pas habitué, et d'un seul coup, ils se retrouvent sur la table. Donc, pour des esprits un peu curieux, etc., on a toujours été un peu sensible et clairvoyant à ça, mais pour le coup, maintenant, il ne faut pas être simplement clairvoyant, il faut travailler pour avoir des vraies hypothèses, et vous ne pouvez pas investir aujourd'hui en Angleterre, en prendre la décision comme vous le preniez il y a 5 ans, parce que qu'est-ce que sera l'Angleterre dans 5 ans? On n'en sait rien. Qu'est-ce que sera l'Allemagne dans 5 ans si on continue à avoir des effets d'énergie? On n'en sait rien. Donc les décisions d'investissement qui se prennent sur plusieurs années, elles deviennent compliquées. Et tout ça, ça crée quand même un petit climat, même si le monde dit que ça se décrispe. Je pense que d'un point de vue entreprise, ça se crispe, au contraire, parce que on n'a plus de visibilité, les taux bougent, etc. Enfin, donc on est aux antipodes de la stabilité, et là l'écran de contrôle, c'est comme quand vous êtes dans un avion et commence à avoir ça part dans tous les sens. Voilà, donc c'est un vrai sujet d'interrogation qui moi m'interpelle énormément, et quand je consulte d'autres chefs d'entreprise, ils n'ont pas plus la réponse que moi, quoi. Juste, je dis d'un mot, parce que ça nous arrive parfois, vous entendez peut-être, vous le savez, si vous nous regardez, il y a des travaux tout autour. C'est la croissance, tu vois. Alors, pour le coup, on est exactement dans le truc de Jérôme, c'est-à-dire de l'immobilier parisien, dans le triangle d'or qui va valoir une blinde, et donc sur lequel Jérôme nous dit qu'il faudrait, mettre un coup de massue fiscale. Un truc très concret qui est le taux de change. On a de nouveau une instabilité d'échange là qui est absolument considérable, et ça complique considérablement. Si tu sors de la zone euro.
Oui, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi. Tiens, tu vas me dire, tu parles encore de bateaux. Tu es distributeur de bateaux fabriqués aux États-Unis. D'accord ? Bon, t'es pas couvert. Hein. Oui. En ce moment, t'en vends plus un. Ouais. Parce que le prix s'est envolé. Dans le PIB, c'est très réduit quand même comme activité. Non, ça impacte tout le monde. Même des distributeurs de produits fabriqués aux États-Unis, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Ça impacte les appros d'une menuiserie qui a besoin d'approvisionnement en bois, ça impacte, etc. Et quand tu es trop petit pour te couvrir contre le risque de change, ça te fait un vrai sujet de modèle économique. Quoi. Et donc, ce que je veux dire, c'est pas sur la niche, c'est juste pour dire que on a été mal habitué à vivre dans un environnement instable, qui nous fournissait de la stabilité, et que désormais, avec le retour de cette instabilité, en fait, tu retrouves l'essence même de ta vie de chef d'entreprise, c'est-à-dire la gestion de la certitude. Quoi. Et donc, si tu limites le poids bureaucratique, là au moins, ça te permettra de te concentrer sur ton job de chef d'entreprise, qui est de gérer l'incertitude. Ce qui nous permet de... justement, ça va tout à fait dans le sens de ce que tu racontes. Donc, c'était un sondage dans les Échos il y a quelques jours, je ne sais plus quand, notamment sur la hausse des prix de l'énergie. Alors, on en avait parlé avec Denis Ferrand la semaine dernière, donc Rexecode. C'est compliqué d'évaluer quel est le poids réel sur les entreprises françaises de ces hausses de prix de l'énergie. Celles qui sont vraiment très lourdement impactées, c'est évidemment les entreprises industrielles. Mais comme on l'a dit en ce début d'émission, on est dans une désindustrialisation qui ne s'arrête pas. Donc voilà. Et donc ce sondage le confirme un petit peu. C'est-à-dire que tu as 22% des entreprises qui s'estiment fortement impactées par les prix de l'énergie, 27% modérément, 31% faiblement et 20% non. Donc c'est quand même 22% des boîtes qui sont très fortement impactées par l'histoire des prix de l'énergie. Ce qui amène d'ailleurs, et c'était la question de base du sondage, sur les augmentations de salaire, où là, assez clairement, donc ils étaient 50% des dirigeants prévoyant une augmentation de salaire en février, et le chiffre est maintenant monté à 61%. Donc là... Mais souviens-toi, Stéphane, quand on en parlait en début d'année, on s'interrogeait pour savoir est-ce que l'inflation va rentrer dans les salaires. Et puis là, on y est. C'est à force de répéter l'énergie, etc. Donc en fait, l'inflation, elle est à deux niveaux. Elle est à la fois autour de la pénurie de manœuvre, parce qu'on en parlait. Oui, on en a beaucoup parlé ensemble. Avec moins de personnel qualifié, ou dans des business comme le digital, on avait déjà ça, et il fallait déjà suivre la pression, même si elle est retombée, puisqu'il y a moins de levée de fonds, les Google, on commence à dire, ou Facebook commence à dire, on réorganise, on ajuste, on coupe on arrête les recrutements. Donc il y a une pression autour de la pénurie de main-d'œuvre. Et puis maintenant, il y a aussi la petite musique qui dit l'inflation, tout augmente, tous les prix augmentent. Et puis comme personne ne sait surveiller précisément les choses, tout le monde dit mon paquet de pâtes a augmenté, il faut augmenter de 10%. Donc les discussions salariales deviennent parfois totalement irrationnelles. Et ça, quand vous êtes chef d'entreprise, vous essayez de mettre du rationnel à nouveau. C'est un nouvel exercice parce qu'on avait perdu l'habitude de justifier l'inflation. Mais il n'y a pas d'autre choix de suivre, parce que sinon, les gens s'en vont dans la boîte d'à côté. On m'a proposé 10, on m'a proposé 15. Et évidemment, ce que tu cherches à faire quand tu manques de visibilité, c'est utiliser plutôt des mécanismes variables, si c'est acceptable dans ta discussion, plutôt que stratifier tes coûts fixes. Voilà. Et tenir bon en espérant que le retour à la normale... D'où quand même cette PPV là, que tu sembles dénigrer, là-dessus, elle est bien utile. Parce que je la dénigre parce qu'elle détruit de la valeur en information, tu vois, en association à la marge des affaires, etc. Mais elle est extrêmement utile, ça me fait mal de le dire, elle est extrêmement utile aujourd'hui, parce qu'elle est variable. Ça veut dire quoi, elle détruit de l'information ? Oui, non, elle détruit de la valeur par rapport à des mécanismes où tu dis bien, voilà le contrat de performance qu'on doit atteindre, et voilà comment on va l'atteindre ensemble, on construit le plan, on va le faire, et on fait le reporting à tout le monde de pourquoi ça a marché ou pas. Ouais, voilà. Très juste. Tu vois, flux financier ou flux financier et d'information et d'association à la marge des affaires. Il y a un monde en management entre les deux. Juliette, un mot là-dessus ? Qui sera un peu le mot de la fin. Le mot de la fin, honnêtement, c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que je suis convaincu que tant que tu ne réfléchis pas, on partage de la valeur et partage des valeurs, et encore plus aujourd'hui, on va droit dans le mur. Donc il faut vraiment remettre ça au cœur. Le mot de la fin ? Sur la main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre, je te fais un teaser pour une prochaine émission sur ce qu'a sorti Sapiens, là, qui dit qu'il y a 41 000 boîtes qui en fait sont exsangues mais qui survivent grâce au quoi qu'il en coûte, qui en fait font de la rétention de main-d'œuvre qu'elles vont libérer quand elles vont tomber. Voilà. Et que cette rétention de main-d'œuvre devrait alimenter pas mal d'industries qui cherchent en ce moment. Voilà. Donc je ne sais pas du tout comment ils ont calculé, etc. Mais je trouve que c'est un sujet, ça mérite d'être creusé. Un réservoir de main-d'œuvre dans 41 000 boîtes qui sont en fait mortes, mais qui survivent parce qu'elles ont été subventionnées. Et tu sais quoi ?
l'un de ceux qui, malheureusement, va faire mourir ces boîtes, c'est celui qui sera avec nous demain, c'est-à-dire le directeur général de l'URSSAF, puisque l'URSSAF reprend... va venir contrôle. Oui, voilà, reprend les assignations, quoi, voilà, qui sont, je crois que c'est 40% devant les tribunaux de commerce, c'est 40% des dossiers qui sont... c'est le dernier truc qu'on paye, quoi, voilà, l'URSSAF. Donc il sera avec nous demain, donc on parlera de tout ça. Avec grand plaisir. Voilà. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Donc effectivement, demain, l'URSSAF. Et puis, on continuera la discussion, parce que c'est Bruno Grandjean, que vous connaissez forcément, le patron de Redex, qui est une grande voix de l'industrie, qui viendra discuter avec nous. On reparlera de la CVAE, de la productivité et de tout ça. Et puis au milieu, un peu de commerce. Voilà. Formidable tout ça. C'est Bismart. À demain. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.